La bataille contre Mamouchi est sur le point d'éclater en plein cœur de Konoha. Les pires prédictions de Kashin Koji vont-elles alors se réaliser? Aujourd'hui, on va analyser le dernier chapitre de Boruto Touhou Vortex pour en déduire ensemble ce qui va se produire dans le suivant. Bienvenue à tous pour le retour de ce format mensuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du chapitre 28 de Boruto. Pour tout ce qui est de l'organisation de la chaîne et des futurs projets, j'en parlerai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Du coup, je vous propose de passer directement à l'analyse du chapitre 27. Eida découvre enfin que Sarada et Sumire sont immunisés à son charme. On soupçonnait jusqu'ici que leur amour pour un Otsutsuki était la cause de cette exception, mais bien qu'il y ait une corrélation, leur immunité a été en fait provoquée par autre chose. On le sait, Eida avait d'abord déclenché une première omnipotence qui a réalisé son souhait inconscient d'être aimée. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'à cause du fardeau qui était devenu son envoûtement, elle a alors développé le souhait inconscient inverse d'exclure des gens de son emprise, et une seconde omnipotence est alors déclenchée. Donc si des personnes sont immunisées à son charme, c'est parce qu'Eida l'a souhaité inconsciemment, mais c'est bien le fait d'être amoureuse d'un Otsutsuki qui a déterminé le choix de ces personnes. C'est bien parce que Eida cherchait des confidentes qui partagent le même penchant pour les Otsutsuki que ce sont Sarada et Sumire qui ont été désignés pour être insensibles à son charme. Par contre, on peut se demander pourquoi elles sont immunisées aussi à la permutation de Boruto et Kawaki. Il y a trois possibilités. Soit Eida a décidé inconsciemment de les épargner une nouvelle fois. Cependant, bien que la permutation soit faite à travers elle, ce n'est pas son souhait qui a été réalisé, mais bien celui de Kawaki, donc elle n'a pu avoir aucune influence sur le résultat. Alors peut-être que c'est Kawaki qui a décidé inconsciemment de les épargner, sauf qu'il n'a aucune raison de vouloir faire ça, et ce serait une sacrée coïncidence que ça tombe pile sur elle une seconde fois. Donc le plus plausible, c'est que la seconde omnipotence d'Eida n'a pas seulement immunisé les filles à son charme, mais les a rendues imperméables à toutes les omnipotences. Dans ce cas-là, on peut imaginer déclencher une quatrième omnipotence pour étendre cette immunité à l'échelle planétaire, et ainsi lever la confusion entre Boruto et Kawaki pour tout ramener à la normale. Mais je trouve ça dommage que Boruto soit à nouveau reconnu uniquement grâce à cette technique. En effet, Kawaki traverse une crise identitaire qu'il persuade que l'absence de lien biologique avec Naruto l'empêchera d'être un véritable membre de la famille quoi qu'il fasse. Or, lorsque l'omnipotence a échangé leur place, Boruto s'est donné pour objectif de prouver qu'il est bien un Uzumaki. Donc s'il parvient à se faire reconnaître comme tel, alors qu'il est littéralement parti du même point de départ que Kawaki, ça prouverait à ce dernier qu'il n'est pas déterminé et qu'il est libre de refaçonner son identité. C'est pourquoi je pense que ce serait un contresens que l'auteur lève le sort. Ça voudrait dire que Boruto, et par extension Kawaki, n'arrivera jamais à changer la vision qu'on a de lui en dépit de tous ses efforts. Néanmoins, il est vrai qu'en plus de la simple confusion entre les deux frères, la permutation implique aussi des problèmes de mémoire et de raisonnement généralisés. Donc c'est pas si déconnant de vouloir lever le sort pour réparer ce sabotage intellectuel collectif. En parlant de Kawaki, celui-ci veut encore repousser ses capacités offensives malgré la tolérance limitée de son corps. Comme lors de sa première apparition, il pourrait être à nouveau mis hors service s'il venait à faire surchauffer ses implants. Sauf qu'il n'aura d'autre choix que de se donner à fond s'il veut venir à bout de Jura. En effet, avec le Shinju pour se régénérer et se protéger, Amado considère les Gojubi comme immortels. Alors, le contraindre dans une autre dimension sans le Shinju pourrait être la solution. La dimension en question pourrait être celle où Ishiki a été vaincu, puisque c'est la seule planète qui n'a pas encore été parasitée par un arbre divin. D'ailleurs, Jura semble avoir hérité de l'ego d'Ishiki, ce serait alors ironique qu'ils partagent le même destin. Ou bien, l'évolution de Jura pourrait le conduire à ressembler au contraire à Naruto. Après tout, s'il l'a pris pour cible, c'est justement pour hériter de ses données, ses souvenirs, son indo. Or, il commence à s'intéresser grandement à l'amour et chérit déjà Konoha comme un foyer à protéger. Même si son modèle biologique est Ishiki, son modèle idéologique semble être Naruto. Passons à l'autre Gojubi qui est au cœur de ce chapitre. Mamouchi a la capacité de se diviser à volonté, peut-être même à l'infini. Mais à la différence du multiclonage, chaque entité constitue l'original et conserve donc la totalité de son chakra et de ses facultés, à l'exception de son intelligence. En effet, à mesure que leur nombre s'accroît, l'ego de Mamouchi se dilue dans la masse, et les créatures s'en remettent alors à leur instinct. Ce mécanisme n'est pas sans rappeler le Kama qui empêche un individu d'exister en deux exemplaires à la fois. Ainsi, notre théorie selon laquelle les Jubi sont des clones écervelés d'Otsutsuki s'en voit renforcée. En effet, Shibai maîtrisait forcément cette division, puisqu'il possédait tous les Shinjutsu. Mais au lieu de partager équitablement sa conscience entre chaque entité, peut-être a-t-il trouvé le moyen de la concentrer en un seul corps au détriment des autres. Ces derniers seraient alors devenus des créatures esclaves de leur désir de dévorer du chakra, dont Shibai et les autres Otsutsuki par la suite se sont servis pour récolter les données d'une planète à leur place. Si vous voulez plus de détails sur cette théorie, je vous redirige vers la plus longue et détaillée vidéo de ma chaîne. Ainsi, les nouveaux clones de Mamouchi se forment à partir d'un précédent exemplaire. La modélisation de leur corps ne nécessite donc pas l'aide de racines comme c'est généralement le cas. Par contre, comme leur crever les yeux les empêche de se diviser, ils pourraient avoir besoin de retourner à la base pour réparer leurs globes oculaires avec les racines. Or, leur instinct les pousse à rester en meute et les empêche donc de se séparer. Pour autant, la division n'est pas une capacité oculaire du Rinnegan. Je pense que la raison à cette faiblesse est plutôt symbolique. Les yeux sont le reflet de l'âme comme l'a expérimenté Boruto. La fermeture de ses paupières est synonyme de mort, tandis que l'ouverture des Byakugan de Moshiki est synonyme à l'inverse de sa résurrection. Donc, si chaque entité est un réceptacle de l'âme de Mamouchi, ils se doivent de naître avec ses yeux, pour illustrer un ancrage entre le corps et l'âme. Ces deux caractéristiques, que sont la division et la perte de l'ego qu'elle occasionne, sont idéales pour venir à bout de Daimon.
En effet, s'il veut mettre la main sur Ida, c'est qu'il a les moyens d'outrepasser son chevalier protecteur. Donc si le nombre de clones est suffisant pour les rendre entièrement dépendants de leur instinct, c'est le contre-coup parfait pour la réflexion. Puisque leurs actes relèvent de la pulsion, il n'y a aucune intention prémonitoire qui puisse être reflétée. Certes, mais Daemon nous a montré à plusieurs reprises que même sans ce pouvoir, il était capable de battre n'importe qui au corps à corps en un rien de temps. Or, c'est justement la rapidité avec laquelle il avait l'habitude de battre ses adversaires jusqu'à présent qui causera sa perte. Face à plusieurs dizaines de Mamouchi qui ne cessent d'apparaître qu'importe le nombre qu'il a déjà battu, il se fera avoir à l'usure, sans compter qu'il est possible de le surprendre par derrière et que face à une horde de clones, les attaques peuvent venir de toutes parts. Pour vaincre Mamouchi, il y aura donc besoin de réunir 3 éléments. Le premier, c'est que Shikamaru doit absolument conserver son poste au moins le temps de mener cette bataille. Cependant, il risque d'être destitué de son titre d'Hokage pour trahison incessamment sous peu. C'est pourquoi il a délibérément laissé les soupçons reposer à tort sur Konohamaru. Mais l'interrogatoire viendra balayer les doutes des enquêteurs s'il n'intervient pas. Il a donc demandé à Konohamaru de l'aider. Le fait qu'il soit navré de lui faire cette requête suggère qu'il l'invite en fait à porter le chapeau à sa place. Non seulement les conséquences pourraient être assez graves pour Konohamaru, mais en plus ce mensonge sera décelé tôt ou tard. En effet, l'entremetteur estime déjà que Konohamaru est innocent, tandis que Sai discerne leur échange télépathique secret et risque de remonter très prochainement la piste jusqu'à son fils et sa femme. Les jours de Konohamaru en tant que chef du village sont décidément comptés. Le deuxième élément, c'est Boruto qui confie son sabre à Sumire pour le trafiquer d'ici l'affrontement. Il lui confie des plans d'une technologie qu'elle mettra au point dans un potentiel futur sur laquelle se baser pour pallier à son problème de concentration. En effet, il a suffi d'un instant d'inattention pour que le revêtement de chakra qui renforçait son épée se dissipe et permette son entaille. Sumire va de toute évidence créer un mécanisme pour automatiser ce revêtement, un peu comme l'épée prototype qui aspirait le chakra de son porteur au moindre contact. Cependant, elle le met en garde qu'avec ces modifications, ce ne sera plus exactement la même épée. Une énième référence au bateau de Thésée, dont le paradoxe questionne si l'identité trouve sa source dans la forme ou dans la composition d'un objet, qui est un thème omniprésent dans le manga. Enfin, Sumire profite de cet échange pour créer une complicité avec son crush. Dites-moi en commentaire qui de Sumire ou Sarada gagnera le cœur de Boruto selon vous. Le dernier élément qui sera le plus décisif pour leur victoire, c'est la nouvelle technique qu'Inojin doit apprendre en moins de 2 jours. S'il peut la maîtriser en si peu de temps, c'est parce que c'est lui-même qui l'a mise au point dans un futur alternatif pour venger la mort d'Imawari. Kashin Koji l'a décrit comme étant compatible avec la transmission. J'ai du mal à imaginer ce que ça va donner d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue symbolique, faire d'un Yamanaka l'adversaire de Mamouchi illustre la confrontation de l'esprit contre l'absence d'esprit. Je pense qu'on a assez d'éléments pour pouvoir faire nos prédictions, du coup passons à la preview du chapitre 28 de Boruto. Je vous le dis d'emblée, cette mission ne peut que mal se finir. A la base, Kashin Koji s'efforce de suivre le moins pire des chemins que lui prédit le Jippo. Boruto aussi vise la même destination, mais voudrait emprunter une route qui ne soit pas pavée de sacrifices. Ainsi, en créant une nouvelle branche, il a pu sauver son sensei. Mais cette nouvelle voie est plus étroite et sinueuse. L'assurance d'une victoire au long terme n'est plus garantie. C'est pourquoi l'attaque de Mamouchon intervient à ce moment-là, pour matérialiser les risques et les conséquences qu'implique de créer de nouvelles branches. Boruto ne pourra pas sauver tout le monde. D'abord, Shikamaru aura réussi à rester à la tête du village. Comme on ignorait encore le rôle qu'il avait à jouer, c'est que l'auteur attendait sa mise en pratique pour nous révéler son importance dans cette bataille. Tout comme il avait organisé une mission clandestine contre Ryu et Matsuri avec l'équipe 7, le Hokage va cette fois envoyer l'équipe Inoshikacho contre Mamouchi. Ce sera l'occasion de rapprocher le plus possible Inojin de sa cible. Surtout qu'on sait que la vie d'Imawari sera menacée, et comme elle semble être affiliée à cette équipe, ça expliquerait pourquoi elle se retrouve impliquée dans ce conflit. D'autant qu'elle est désormais le réceptacle de Kurama. L'instinct dévoreur de Mamouchi risque de le pousser à chasser la jeune fille de toute façon, donc autant en tirer parti, pour servir d'appât par exemple et l'attirer dans un piège ou du moins à l'écart des villageois. Justement, le chapitre 28 devrait reprendre directement à l'infiltration des Mamouchi dans le village. Comme ils ont effacé la signature de leur chakra et Keida refuse de les observer avec ses Senrigan, ils parviendront sûrement à s'incruster discrètement avec succès. C'est pourquoi Ida sera placée préalablement dans un lieu loin du centre. Comme sa villa se trouve déjà à l'écart, c'est possible qu'elle n'ait en fait même pas à bouger. Lorsqu'il rejoindra sa proie par surprise, son cadet se mettra en travers de son chemin le temps qu'arrivent les renforts. Mamouchi ne fera pas le poids dans un premier temps, mais Daemon sera vite fatigué et acculé par leur nombre. Dès que Shikamaru sera tenu informé de son arrivée, il préviendra l'équipe Inoshikacho pour intervenir. Ils devront se séparer pour le contraindre à se multiplier entre 20 et 30 entités. Une fois que ce nombre est atteint, Boruto pourra utiliser sa nouvelle lame pour trancher les yeux des créatures. Ce sera le moment pour Inojin de mettre en pratique sa nouvelle technique. Sauf qu'au lieu d'avoir eu une semaine pour pleinement la maîtriser, Mamouchi est arrivé seulement quelques jours après. Si l'auteur a décidé de restreindre son temps d'entraînement, c'est pour avoir des conséquences sur la préparation d'Inojin. Le chapitre devrait donc se finir sur un cliffhanger où Inojin n'a pas pleinement réussi l'exécution de sa technique, condamnant par exemple Daemon à se faire dévorer. Néanmoins, il me reste quelques spéculations à faire pour la suite, donc passons aux prédictions pour les chapitres post-28.
Kaokin ne devrait avoir aucun rôle à jouer dans cette bataille. Kashin Koji semble vouloir le garder éloigné de toute opération depuis le début. Ça se comprend quand on sait qu'il est systématiquement responsable des pires scénarios alternatifs, sans compter que c'est précisément à cause de son intervention qu'ils sont justement contraints de combattre Mamouchi. Mais s'il ne participe pas alors que l'affrontement se déroulera sûrement dans sa villa, c'est qu'il sera ailleurs, sûrement dans le laboratoire d'Amado, à subir ses améliorations corporelles. Pourtant, si la situation devient désespérée, Boruto pourrait faire une nouvelle fois appel à son frère pour changer le cours du destin, mais ça ne fera que repousser l'inévitable et rendre la situation chaque fois toujours plus difficile à résoudre que la précédente. C'est pourquoi je pense qu'Aïda est fichue. Est-ce qu'elle va se faire dévorer, se sacrifier avant que ça n'arrive, peut-être de la main de ses meilleurs amis comme elle a suggéré, ou va-t-elle seulement perdre le Senrigan? En tout cas, Kashin Koji risque de perdre un précieux allié. Il est de toute façon un problème que les Egojubi cherchent à éradiquer. L'affaiblir n'était que la première étape, leur objectif après la mission sera sans nul doute de l'éliminer. Justement, cette mission pourrait malgré tout se conclure sur la mort de Mamouchi. Comme on se doute que Himawari va survivre, c'est peut-être que les nouvelles tentatives d'Inojin ont réussi. Par contre, je vois pas trop ce qu'ils vont faire de son Togedama. Est-ce que Boruto va retourner à la stèle pour libérer Bug du Shinju? Ou bien Mamouchi va-t-il survivre mais se verra changé par les données qu'il a aspirées? Il est aussi possible que, comme ses homologues crasse d'ongles, piéger un humain dans un arbre va lui générer un alter ego Jubi. Comme il est censé en pousser près de 400, ce serait logique que leur nombre commence à proliférer, et voir Daimon par exemple basculer dans le camp adverse ferait grimper les enjeux et l'urgence. Suite à son énième mission clandestine, Shikamaru se fera définitivement destituer et arrêter avec Konohamaru. Les pertes sur le court terme risquent de distraire à nouveau Boruto de la victoire sur le long terme. Le destin semble s'acharner sur ses proches. Boruto va-t-il trouver un moyen de paver une voie vers la victoire sans sacrifice? On le découvrira très prochainement puisque la bataille finale contre Jura approche à grands pas. J'ai hâte de suivre la suite des événements avec vous. À l'heure actuelle, j'ai jamais été aussi débordé au quotidien, mais c'est peut-être justement parce que je dois d'autant mieux gérer mon agenda que reprendre maintenant les previews me semble envisageable. On verra combien de temps je tiens, hein. J'aimerais bien aussi reprendre la lecture des chapitres, peut-être que je ferai des lives directement sur YouTube comme j'ai un peu laissé dépérir les autres réseaux, Twitch, Discord, etc. A vous de me dire ce qui vous tenterait de voir ou de revoir sur la chaîne. On se retrouve le mois prochain pour découvrir si nos théories sont tombées justes. Observez, déduisez, partagez, portez-vous bien.